Le bruit des pneus raclant l'asphalte chaud un samedi après-midi à Oak-Haven était assourdissant et sec. Immédiatement après qu'une sirène de police ait retenti dans un ton urgent et menaçant, une nouvelle berline Honda Civic bleu roulant à une vitesse parfaitement normale fut brusquement arrêtée sur le bord de la route. La porte de la voiture de patrouille s'ouvrit. 2 policiers en sortirent. Un officier, Robert Rob Pilasky, était âgé d'une quarantaine d'années, blanc, avec un visage rouge et des yeux meurtriers, sa main déjà sur le pistolet dans son étui à sa hanche. L'autre officier, Kevin Chen, âgé d'une vingtaine d'années, d'origine asiatique et américaine, avait l'air tendu et légèrement confus et suivait passivement son partenaire. « Sors de la voiture maintenant. Mets tes mains au-dessus de ta tête pour qu'on puisse voir. » L'officier Pilasky cria d'une voix pleine de malice, comme si l'occupant de l'autre voiture était un criminel dangereux qui venait de commettre un crime grave. La porte de la Honda Civic s'ouvrit lentement. Une jeune femme noire d'une trentaine d'années, vêtue de vêtements simples, d'un simple jean bleu et d'un t-shirt blanc, sortit de la voiture. Elle leva les mains au-dessus de sa tête comme il se devait. « Quelque chose ne va pas, officier ? Ai-je fait quelque chose de mal ? Demanda-t-elle, sa voix calme et perplexe, mais sans aucune trace de peur ou de panique. « Tais-toi ! Ne me parle pas !» Pilasky cria, son ton plein de mépris et de supériorité, il s'approcha de la femme, ses yeux la scrutant de la tête aux pieds. Soudain, sans prévenir, sans aucune indication d'une quelconque menace de la part de la femme qui se tenait immobile, les bras toujours levés, Pilasky sortit brusquement son Glock 19 de son étui. Un craquement sec et aigu retentit dans le calme du quartier. La femme tomba immédiatement à genoux, un cri douloureux lui étranglant la gorge. Le sang commença à se répandre rapidement sur son t-shirt blanc pur, créant une horrible tache cramoisie. L'officier Kevin Chen était figé, le visage pâle et exsangue. Il ne pouvait pas croire ce dont il venait d'être témoin. Pilasky regarda l'arme, fumant encore dans sa main, puis baissa les yeux vers la femme allongée dans une mare de sang grandissante sur le trottoir. Que diable venait-il de se passer ? Une mauvaise décision, un acte brutal, tout cela en une fraction de seconde. Ce policier savait-il dans quel corps sa balle malheureuse venait de pénétrer ? Et la justice fermerait-elle les yeux ? Tolérerait-elle un acte aussi brutal et inhumain ? La femme qui venait d'être abattue était le capitaine Esha Taylor. À 32 ans, elle était une étoile montante, une fierté de l'armée américaine. Elle était capitaine et chef d'équipe d'une unité d'infanterie mécanisée d'élite. Esha venait de terminer un déploiement de 9 mois dans une zone de guerre tendue et dangereuse au Moyen-Orient, où elle et ses coéquipiers étaient confrontés chaque jour à la ligne de la mort. Esha Taylor est réputée dans l'armée pour son courage extraordinaire, ses compétences naturelles en leadership, sa capacité à analyser les situations et à prendre des décisions rapidement et avec précision, même sous une pression extrême. Elle est aimée, respectée et digne de confiance par tous ses camarades. Ses supérieurs apprécient également beaucoup ses capacités et ses qualités. Esha a reçu de nombreuses médailles nobles pour ses réalisations exceptionnelles au combat et son dévouement inlassable à l'armée et au pays. Elle est née et a grandi dans une famille avec une longue tradition militaire. Son père est un colonel de l'armée à la retraite et son frère sert également dans la marine. Le patriotisme, la discipline de fer et la volonté de ne jamais reculer face aux difficultés sont ancrés dans le sang d'Esha depuis qu'elle est petite fille. Actuellement, le capitaine Taylor est en congé de courte durée dans sa ville natale d'Oak-Haven avant de commencer une nouvelle mission plus importante dans une base militaire à travers le pays. Elle essaie de profiter des rares jours paisibles avec sa famille et ses amis proches, ce qu'elle obtient rarement dans sa vie de soldat, souvent loin de chez elle. Ce samedi après-midi fatidique, Esha conduisait sa berline Honda Civic bleu familière. Elle avait prévu d'acheter quelques provisions pour sa famille, puis de rendre visite à une vieille amie de lycée qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Elle était habillée en civil, en tenue entièrement civile, sans aucune indication qu'elle était un officier militaire en service actif. Elle voulait juste passer un après-midi de détente comme n'importe quel autre citoyen ordinaire. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville d'Oak-Haven, l'officier Rob Pilasky est considéré comme un problème douloureux, un ulcère incurable au sein du service de police local. Il est en poste depuis plus de 15 ans, mais son dossier personnel est rempli de plaintes et de dénonciations de la part de la population concernant l'usage excessif de la force, des attitudes arrogantes et condescendantes,
et surtout des comportements ouvertement racistes envers les personnes de couleur et d'autres communautés minoritaires. Pilasky est un suprémaciste blanc et un psychopathe. Il est méprisant, méfiant et hostile envers les personnes de couleur, croyant qu'elles sont la source de tous les crimes et de tous les maux sociaux. Il est facilement provoqué par des situations qu'il perçoit comme difficiles, irrespectueuses ou désobéissantes, et réagit souvent de manière exagérée et violente. Pilasky a fait l'objet d'une enquête interne pour ses méfaits à plusieurs reprises, mais pour des raisons inconnues, peut-être en raison de la dissimulation de certains collègues et supérieurs de son entourage, ou en raison du manque de preuves claires et indéniables, il a soit échappé à la punition, soit n'a reçu qu'une discipline légère et pénible. Cela n'a fait que rendre Pilasky plus imprudent, plus méprisant envers la loi et plus profondément engagé sur la mauvaise voie. L'officier Kevin Chen venait tout juste d'obtenir son diplôme de l'académie de police et avait été affecté à une patrouille avec Pilasky pendant environ 3 mois. Chen est un Américain d'origine asiatique de 2e génération, né et élevé aux États-Unis. Lorsqu'il a enfilé son uniforme de police pour la première fois, Chen était plein d'enthousiasme, d'idéalisme et d'un désir de servir la communauté et de protéger les gens. Cependant, après seulement une courte période de travail avec Pilasky, Chen a rapidement réalisé la nature extrême, dangereuse et violente de ce coéquipier plus âgé. Chen a souvent été témoin des méfaits de Pilasky, de ses paroles désobligeantes et de ses actions abusives envers les gens, en particulier les personnes de couleur. Mais parce qu'il était trop inexpérimenté et craignait les représailles de Pilasky ou qu'il lui rende la tâche difficile au travail, Chen choisissait souvent de rester silencieux, de fermer les yeux ou n'osait protester que faiblement et sans poids. Chen se sentait impuissant, tourmenté et progressivement pris dans la spirale négative et toxique de son coéquipier dégénéré. L'officier Kevin Chen, sous la pression croissante de l'enquête, le tourment d'une conscience coupable et peut-être les conseils de sa famille et d'un avocat, commença à montrer des signes de troubles psychologiques. Il ne pouvait plus dissimuler le comportement brutal et inhumain de Pilasky, surtout quand il devint clair que la victime était une officier militaire ayant consacré sa jeunesse à protéger son pays. Les enquêteurs du CID, grâce à leur expertise en interrogatoire, remarquèrent rapidement les contradictions dans les déclarations initiales des officiers Pilasky et Chen. Ils décidèrent de se concentrer sur les facteurs psychologiques de Chen, considéré comme le maillon faible de la conspiration visant à dissimuler le crime. Après des jours d'interrogatoire intenses, face à des preuves irréfutables, notamment l'absence d'armes sur Esha ou dans sa voiture, des témoignages confirmant qu'elle n'avait jamais eu de comportement menaçant, ainsi que le soutien de sa famille et l'assurance d'une certaine clémence, l'officier Chen fit un choix crucial. Il décida de tout avouer. Lors d'un interrogatoire de plusieurs heures, il raconta l'incident en détail. Il admit que Pilasky avait arrêté Esha sans motif, avait tenu des propos racistes et désobligeants à son égard, et, plus choquant encore, lui avait tiré dessus alors qu'elle se tenait immobile, les mains levées, sans menacer les agents. Chen admit également qu'après la fusillade, Pilasky l'avait menacé pour qu'il fasse de fausses déclarations en sa faveur. Le témoignage de Chen fut un coup dur irréfutable, exposant totalement les mensonges et efforts de dissimulation de Pilasky. Sur la base de ce témoignage, ainsi que des preuves matérielles et autres témoignages, les enquêteurs disposaient de motifs suffisants pour conclure que Pilasky avait commis des crimes graves. Un mandat d'arrêt fut émis et Pilasky arrêté. Il fut accusé d'avoir infligé intentionnellement des blessures graves avec une arme dangereuse, d'abus de pouvoir, de fausses déclarations officielles, et probablement de crimes haineux motivés par la discrimination raciale. L'arrestation provoqua une vague d'indignation publique dans Oakhavén et à travers le pays. L'image d'une femme soldat noire, ayant sacrifié sa jeunesse à protéger son pays, grièvement blessée par la police en raison de préjugés raciaux et d'abus de pouvoir, toucha profondément la population. Des manifestations pacifiques réclamant justice pour Esha et des réformes radicales de la police eurent lieu dans plusieurs grandes villes. L'histoire d'Esha devint un symbole de la lutte contre la brutalité policière et le racisme toujours présent dans la société américaine. Alors que sa santé s'améliorait progressivement, Esha, bien que très faible et confinée à un fauteuil roulant, décida de ne pas se taire. Depuis son lit d'hôpital, via sa famille et ses avocats, elle publia une déclaration forte exigeant une justice stricte, non seulement pour elle, mais pour toutes les victimes innocentes d'abus policiers. Son histoire, celle d'une soldate courageuse sur les champs de bataille lointains, devint celle d'une lutte pour la justice dans sa patrie.
Son courage et sa volonté firent pression sur le système judiciaire pour une peine appropriée. Le procès de Pilaski dura plusieurs semaines, attirant l'attention du public et des médias. Les preuves furent présentées de manière complète et convaincante. Les témoins, dont Chen, racontèrent toute la vérité. La défense de Pilaski fut faible face aux preuves irréfutables. Aisha tenta d'assister à certaines audiences, malgré sa santé fragile. L'image d'elle, forte dans son fauteuil roulant, avec des cicatrices visibles mais des yeux brillants de détermination, fut émouvante et marqua les esprits. Le jury reconnut Pilaski coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge, connu pour sa sévérité et son impartialité, condamna fermement le comportement brutal, inhumain et raciste de Pilaski, soulignant le préjudice infligé à Aisha et sa famille, ainsi que la perte de confiance du public envers la police. Pilaski fut condamné à 35 ans de prison fédérale, une peine sévère reflétant la gravité de l'affaire. En outre, il fut condamné à verser à Aisha 55 000 $ de dommages et intérêts, pour compenser les dommages physiques, mentaux, les frais médicaux et les conséquences sur sa vie et sa carrière militaire. Cette affaire fut un tournant dans la lutte contre la brutalité policière et le racisme à Oak-Haven, et peut-être aux États-Unis. Suite au scandale, le département de police dut procéder à une réforme radicale sous la supervision du ministère de la Justice ou d'une autorité indépendante. De nouvelles règles sur l'usage de la force, des formations obligatoires contre les préjugés, et des mécanismes accrus de responsabilité furent adoptés et appliqués. Kevin Chen, pour son honnêteté et sa coopération, bénéficia d'une clémence judiciaire mais fut renvoyé définitivement de la police. Quant à Aisha, après une longue rééducation, elle pourrait ne jamais guérir complètement. Ses cicatrices sont devenues un symbole de résilience, courage et une voix forte pour la justice et l'égalité. Elle peut choisir de poursuivre sa carrière dans un autre rôle militaire adapté, ou prendre sa retraite pour devenir militante. Leçon apprise, aucun uniforme ne peut cacher la vérité, aucun insigne ne se place au-dessus de la justice. Lorsqu'haine et préjugés guident les actions, la tragédie est inévitable. Mais même dans les pires moments, le courage individuel et la vérité peuvent allumer une flamme d'espoir et conduire à la justice. Que penses-tu de la peine de 35 ans et des 55 000 $ accordés? Est-ce une réparation adéquate pour Aisha et sa famille? Quel rôle a joué Kevin Chen? Peux-tu comprendre son silence initial sous pression, et sa décision finale courageuse? Cette histoire t'inspire-t-elle confiance ou déception envers la justice actuelle? Que pouvons-nous faire pour éviter que ces tragédies se reproduisent et construire une société plus juste? Ce samedi après-midi fatidique, Pilaski et Chen effectuaient leur patrouille habituelle. Pilaski était d'une humeur plutôt irritable et désagréable en raison de problèmes familiaux désagréables survenus plus tôt dans la matinée lorsqu'il a vu la Honda Civic bleue conduite par Aisha Taylor, une femme noire habillée assez proprement au volant d'une voiture relativement neuve. Les préjugés et les haines raciales profondément ancrées chez Pilaski ont fortement augmenté. Il a décidé d'arrêter la voiture pour un contrôle même s'il n'avait aucune raison valable. Aisha n'avait enfreint aucune règle de circulation et sa voiture ne présentait aucun signe suspect. Pilaski a justifié ses actions par des pensées extrêmes et préjudiciables. Elle ne ressemble pas à quelqu'un qui vit dans ce quartier. Elle doit être impliquée dans quelque chose de louche ou être un trafiquant de drogue. Lorsqu'Aisha s'est arrêtée et est sortie de sa voiture à la demande de Pilaski, elle s'est montrée totalement coopérative, n'agissant d'aucune manière qui aurait pu menacer la sécurité de l'officier. Elle posait simplement des questions polies, espérant découvrir pourquoi elle avait été arrêtée sans raison. Cependant, pour un homme raciste et moralisateur comme Pilaski, le fait qu'une femme noire ait osé questionner la police et lui demander des raisons constituait un défi inacceptable à son autorité. Il se sentait méprisé, dégradé. Dans un moment de perte de contrôle total, dominé par des préjugés raciaux aveugles, une colère irrationnelle et peut-être ses propres problèmes psychologiques, Pilaski n'a pas hésité à sortir son arme et à tirer directement sur Aisha Taylor, qui se tenait immobile, les bras toujours levés au-dessus de sa tête, complètement sans défense. La balle de 9 mm tirée par le Glock de Pilaski a touché Aisha au côté gauche de l'abdomen, provoquant une grave blessure. Elle s'est effondrée immédiatement. La douleur atroce la mettait presque KO. Du sang frais coula, tachant le t-shirt blanc qu'elle portait d'un rouge profond. L'officier Kevin Chen se tenait figé comme une statue, le visage pâle,
les yeux écarquillés d'horreur alors qu'il était témoin des actions incroyables de son camarade. Il ne comprenait pas pourquoi Pilaski pouvait agir de manière si cruelle, si spontanée et si irrationnelle. Les coups de feu en plein jour ont secoué le quartier habituellement calme. Plusieurs résidents des maisons voisines ont entendu les coups de feu et ont jeté un coup d'œil par leurs fenêtres. Et quand ils ont vu la scène horrible sous leurs yeux, ils ont rapidement appelé le 911 pour signaler l'incident à la police et demander une ambulance. Elle avait perdu beaucoup de sang et le pronostic initial était extrêmement mauvais. La famille Desha, ses parents, son frère, officier de la marine en poste dans une base isolée, et sa sœur, étudiante à l'université, fut dévastée, choquée et furieuse lorsqu'elle apprit la nouvelle. Ils ne purent croire l'explication initiale de la police, selon laquelle Esha leur aurait résisté et les aurait menacés. Ils connaissaient trop bien le caractère et la personnalité d'Esha. Esha était une soldate disciplinée, une femme respectueuse des lois qui n'aurait jamais commis d'actes aussi imprudents ou violents. La nouvelle concernant la capitaine Esha Taylor, héroïne de guerre revenue chez elle après avoir été grièvement blessée par balle par la police dans sa ville natale, se répandit rapidement dans son ancienne unité et parmi ses supérieurs de l'armée américaine. Tous ses camarades et supérieurs étaient choqués, en colère, et ne pouvaient accepter cet incident. Ils connaissaient bien le caractère moral, le professionnalisme et le courage d'Esha. Ils décidèrent de ne pas laisser leurs camarades souffrir seuls. Lorsque l'état de santé d'Esha dépassa temporairement le stade critique et montra des signes de stabilisation bien qu'il restât très grave et qu'elle fut placée en unité de soins intensifs, sa famille put contacter les enquêteurs de la police et d'autres autorités. Ces derniers reçurent des informations complètes et détaillées sur la véritable identité d'Esha, capitaine dans l'armée américaine, officier distingué, soldat ayant risqué sa vie pour protéger son pays, symbole de courage, de sacrifice et de service. Cette révélation fut un choc énorme, un véritable tremblement de terre pour l'ensemble du département de police d'Oak-Haven et le gouvernement local. La victime de la fusillade n'était pas une jeune fille noire inconnue, suspecte, comme l'officier Pilaski avait tenté de la décrire, mais bien une officier militaire en service actif, respectée et honorée, symbole vivant de patriotisme et de dévouement. L'armée américaine, en particulier le commandement auquel appartenait l'unité d'Esha, ainsi que les agences d'enquête criminelle de l'armée, SID, ne pouvaient rester les bras croisés face à un incident aussi grave. Ils avaient la responsabilité de protéger l'honneur et la sécurité de leurs militaires, même en congé et hors uniforme. Immédiatement, une équipe spéciale composée des meilleurs enquêteurs, analystes de scènes de crime, experts médico-légaux et interrogateurs expérimentés dans les environnements de combat fut envoyée à Oak-Haven par l'armée. Leur mission était de superviser strictement l'enquête locale tout en menant leurs propres investigations pour découvrir toute la vérité sur l'incident. L'implication des enquêteurs militaires exerça une pression sans précédent sur le département de police d'Oak-Haven. L'enquête ne pouvait plus être balayée sous le tapis, traitée superficiellement, ou déformée en faveur de l'officier Pilaski. Chaque détail, chaque élément de preuve devait être examiné de manière approfondie, objective et transparente. Des preuves cruciales furent recueillies et analysées, images des caméras de sécurité des maisons autour de la scène, témoignages de témoins oculaires initialement trop effrayés pour se manifester, analyse balistique, examen de l'arme de Pilaski, et inspection scientifique détaillée de la scène du crime.